Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'Actu7, magazine de la rédaction de la Belle Radio et Télévision, qui fait le tour de l'actualité brûlante de la semaine. Et pour l'exercice, nous avons Georges Wenceslas Sembiaboké, directeur général du groupe médiatique panafricain La Belle Radio et Télévision, présent virtuellement sur ce plateau. Georges, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Robert, bonne fête à toutes nos mamans et bon dimanche à tout le monde. Et Robert Adandé, également présent par visioconférence en ligne de Paris en France. Il est, Robert Adandé, directeur des rédactions centrales de La Belle Radio et Télévision. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Georges, excellente fête des mères à toutes nos mamans, à celles qui nous regardent, à toutes les mamans africaines. Et l'actualité a été marquée cette semaine d'abord au Mali par ce qui est considéré par de nombreux observateurs comme un coup d'État, un nouveau coup de force qui a évincé le président de la transition et son Premier ministre. Finalement, la Cour constitutionnelle a décidé de porter à la tête du pays le colonel Assimi Goïta. C'est la consternation au Mali. Le réveil a été brutal et le pays s'est levé avec une grande désolation, après l'arrestation la veille par les militaires du président et du premier ministre de transition. La communauté internationale fustige avec véhémence ce coup de force mené 9 mois après le précédent putsch. Le président et le premier ministre de la transition, Bandao et Mokhtar Wane, ont passé la nuit aux mains des militaires qui, lundi, les avaient fait conduire de force au camp de Kati, un lieu stratégique de l'appareil de défense situé à quelques kilomètres de Bamako. Selon les sources proches des militaires, aucune précision ne filtre sur les motifs de ces captures. C'est le mutisme total dans le camp des militaires qui jusque-là ne se sont pas sentis tenus de s'exprimer, ce qui rend leurs intentions pour le moment obscures. Il faut tout de même noter que la toile essaimait déjà quelques jours plus tôt de rumeurs relatives à un nouveau putsch au Mali, mais ces spéculations ont rapidement été démenties par la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA. Il est bon de préciser que l'arrestation du président et du premier ministre sont intervenues ce lundi, à peine quelques heures après avoir formé un nouveau gouvernement à la suite de la démission du précédent, confronté à une contestation qui allait crescendo. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé ce lundi au calme au Mali et à la libération inconditionnelle de messieurs Ndao et Wane. Selon les diplomates, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait tenir une réunion d'urgence dans les tout prochains jours. Dans la foulée, une délégation du M5, le mouvement du 5 juin, le collectif qui avait mené en 2020 la contestation contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta et qui avait été marginalisé par les colonels, s'est rendu dans la nuit à Kati. Finalement, Robert Adandé, il n'y a pas eu de suspense plus longtemps puisque les deux personnalités arrêtées par les militaires ont présenté leur démission et que c'est le colonel Assimi Goïta qui avait été à la tête du coup d'État, vice-président, qui finalement a été porté à la tête du pays par la Cour constitutionnelle. Oui, c'est une situation qui nous a permis de nous rendre à l'évidence que finalement c'était le vice-président Assimi Goïta qui gérait véritablement le pouvoir au Mali parce que le président de la transition et son premier ministre ont été interpellés, comme le dit le sujet, lundi par des militaires conduits directement. Et c'est intervenu quelques heures après l'annonce de la composition du gouvernement. Des mouvements de troupes ont été observés dans un premier temps au camp militaire de Kati, et il faut également rappeler que aussi bien le président de la transition Bandao que le premier ministre Mokhtar Wane, mais aussi le général Souleymane Doucouré qui venait d'être nommé ministre de la Défense. Les trois ont été emmenés illico presto à Kati. Bon, on a compris pourquoi, et heureusement que autant le suspense n'a pas duré longtemps, autant il n'y a pas eu davantage de mal que ça. Ils ont été accusés par la junte d'avoir saboté la transition. Georges Aboké, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient
avoir justifié cette colère des militaires, notamment du colonel Assimi Goïta, qui est aujourd'hui président de la transition? Alors il faut tout de suite dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ce sont les militaires qui ont choisi le président Bandao et son premier ministre. Et donc c'est une transition, selon moi, qui devrait être menée en commun, c'est-à-dire eux ils sont les civils, le président Bandao et son premier ministre sont les civils qui sont à la tête de cette transition à la demande de la CEDEAO et d'un certain nombre d'organisations internationales. Et puis bon, même s'ils pensent qu'ils sont indépendants, mais ils doivent tenir compte du fait qu'ils sont dans une situation d'exception et qu'il leur est difficile de prendre des décisions sans avoir comme référence les militaires. Donc les militaires n'ont pas accepté cette situation, ils l'ont décrié et ils ont dû taper du poing sur la table. L'autre raison dont on parle et qui n'est pas forcément officielle, c'est qu'il y a une sorte de guerre d'influence entre l'ancienne tête de la transition, c'est-à-dire le président Bandao. Il est dit que ce président et son premier ministre faisaient un peu trop le jeu de la France, il faut le dire. Et puis de l'autre côté, on apprend que bon, il y a la Russie qui devient de plus en plus influente, et donc c'est une guerre d'influence qu'on retrouve au sein de cette transition. Donc voici, on peut le dire certainement, les deux raisons qui ont fait qu'il y a eu ce changement au niveau de la transition au Mali. Il y a eu, avant le Mali, la situation au Tchad. On a vu la réaction, notamment sur Twitter, du président français Emmanuel Macron, mais également d'autres personnalités du gouvernement français qui ont condamné ce coup d'État. Et derrière également les commentaires pour leur demander si au Tchad, finalement, ce n'était pas également un coup d'État. Alors ça ressemble à la situation du Tchad, on en avait parlé dans cette émission et on avait dit, on avait même fait le parallèle avec la situation qui prévaut, en tout cas qui prévalait au Mali, et puis voilà que c'est arrivé. C'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'on doit continuer de louvoyer, de ne pas appliquer les règles, de faire en sorte que dans un pays on pense qu'il y a une direction précise qu'il faut prendre, puis dans un autre pays, eh bien, il faut faire les choses autrement. Je pense que le cas du Mali est venu remettre en cause ce qui a été pris comme décision au niveau du Tchad. Alors, il faut qu'on sache ce qu'on veut, il faut que Macron sache ce qu'il veut, il faut que l'Union africaine sache ce qu'elle veut. Pareil pour la CEDEAO, on a vu la CEDEAO des fois donner un certain nombre de directives, alors qu'on a vu dans cette même Afrique de l'Ouest que des présidents ont décidé de tordre le cou à leur constitution et à aucun moment on a entendu la CEDEAO. Donc ça crée une situation confuse et il est bon que les Africains apprennent à respecter les textes qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Cela va permettre peut-être d'éviter toute la pagaille, tout le cafouillage qu'on voit, certes au Mali, mais aussi au Tchad et puis dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, un peu partout. Et donc ça crée une grande pagaille, le fait que les textes ne soient pas appliqués. Robert, il y a eu les sanctions américaines qui n'ont pas tardé, puisque les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide militaire. Oui, il y a eu des sanctions, il y a eu des condamnations fermes. On a la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, on a la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, la France, les États-Unis, bref, qui ont condamné de façon assez ferme cette tentative de coup de force, ou plutôt ce coup de force, parce que finalement, c'en était un. C'est, comme le dit Georges, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a des règles, il ne doit pas y avoir de passe-droit.
Les règles sont faites pour être appliquées, quel que soit le statut des États. Il n'y a pas de statut particulier, donc ces règles doivent être appliquées avec les mêmes rigueurs, avec la même intransigeance. Même si Georges a évoqué quelque chose de très important, c'est que le dispositif du Mali, à la tête du Mali, était un dispositif particulier qui nécessitait quand même de ne pas faire d'improvisation qui puisse mettre à mal certains équilibres, les équilibres étant précaires pendant cette période de soudure ou de transition. Donc le président, le colonel Assimi Goïta, lui, a indiqué que les deux responsables du gouvernement ont été arrêtés pour préserver le Mali et les intérêts du peuple. Comme le dit Georges, ces intérêts qui visiblement semblaient être mis à mal par certaines décisions qu'ils prenaient sans forcément s'en référer au dispositif autour d'eux. Il y a eu la mission de la CEDEAO au Mali, conduite par le médiateur, l'ancien président Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian, qui finalement n'a fait que constater, puisqu'il a été rapporté que les deux personnalités ont présenté leur démission devant la délégation de la CEDEAO, Georges. Et on a même envie d'être gentil pour ne pas dire que la délégation de la CEDEAO a été éconduite, tout simplement. Voilà, donc ça veut dire que les militaires tiennent dans leurs mains tous les leviers de cette transition. Ils se sont donc débarrassés de leur, comment on va dire ça, de leurs partenaires civils, et ils ont décidé d'assumer pleinement leur responsabilité. Et le patron actuel, le colonel Goïta, il dit que les choses vont se faire normalement, tel que prévu, jusqu'à la fin. Et pour parler de la CEDEAO, c'est dommage, il y a quelqu'un qui disait lors d'une émission que la CEDEAO est en train de devenir simplement un club de présidents. Il n'y a pas longtemps, la CEDEAO avait pris une décision concernant le parrainage au Sénégal. Qu'est-ce que cette décision, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que le Sénégal s'est plié à cette décision? Je ne crois pas. Il n'y a pas longtemps également, le Bénin a été interpellé par la Cour de justice. Et bon, là-bas également, on n'a pas entendu ce que ça a donné. En Côte d'Ivoire, il y a quelques mois, la Cour africaine de justice et des droits des peuples avait demandé que l'on applique un certain nombre de dispositions concernant les élections. Voilà, je le disais tout à l'heure, les pays africains, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, sont en train de faire en sorte que cette machine, qui avait l'air d'être une bonne machine, bien huilée, qui avait l'air de bien tourner, la CEDEAO est en train d'aller dans tous les sens, et c'est à elle de faire en sorte désormais d'être prise au sérieux et d'être surtout équitable. S'il y a équité dans les décisions, je crois qu'il y aura respect d'un certain nombre de décisions. Mais si on prend les décisions en tenant compte de la personnalité qui est à la tête d'un pays, eh bien, ça donne ce que cela donne. Ça donne cette situation de pagaille que l'on a aujourd'hui, alors que la CEDEAO était citée comme comment on va dire ça, des exemples d'intégration au niveau de l'Afrique. Robert, mais que pouvait véritablement obtenir la CEDEAO au Mali lorsqu'on sait qu'au-dessus de la CEDEAO, donc l'Union africaine n'est pas parvenue à condamner fermement ce qu'il s'est passé au Tchad? Oui, et c'est tout à fait ce qui est dommage et ce que relève Georges. On a tendance à croire de plus en plus que c'est devenu un club de chefs d'État plutôt que des instances censées dissuader, censées taper du poing sur la table quand il le faut et surtout se faire respecter. On a une CEDEAO qui, on va pas dire qu'elle a fait piètre figure, mais qui n'a pas été en mesure de peut-être pas faire rétablir l'ordre, parce que il y a quand même un certain nombre de mécanismes en interne au niveau du Mali
qui était peut-être assez bien huilée, mais toujours est-il qu'elle aurait pu quand même être assez ferme. On n'a pas vu cette fermeté, on n'a pas vu cette force ou ce respect de l'institution, et il faut pouvoir travailler à corriger tout cela, sinon on aura des institutions qui ne le seront que de nom. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été encore une fois fortement critiquée, mais on rappelle également que c'est une situation que la junte a choisi de gérer, cette fois avec fermeté, hein, sans lâcher de l'Est, comme ça avait été le cas peut-être antérieurement. Oui, il y a eu beaucoup de mots qui ont été annoncés, et ce qu'on peut retenir, c'est que quand on regarde les médias, surtout les médias pro-français, eh bien, il y a une sorte d'effervescence. Tout le monde avait le même discours. On dirait que bon, c'était la décision des militaires de la transition dérangeait plus, j'allais dire, la France que le Mali. Je pense que, comme vous le dites, les militaires ont décidé de prendre fermement leurs responsabilités. Ce qu'il est à craindre, c'est que le Mali appartient à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et avec ce que l'on sait, il peut se décider que l'on mette un embargo sur toutes les activités en direction du Mali ou en provenance du Mali. Et là, ça va être difficile à gérer, mais je trouve que ça va être en tout cas selon moi, hein, ça va être injuste. Je crois que les autorités militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Bon, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Maintenant, s'il y a ces embargos, s'il y a ces coupures, si le Mali est isolé, bon, ça va faire difficile, mais qui va en pâtir, c'est d'abord le citoyen malien ordinaire. Donc, avant de prendre cette décision, il faut que l'on réfléchisse bien, qu'est-ce qu'on souhaite, quel but l'on veut atteindre, est-ce qu'on veut que cette transition aille jusqu'au bout et qu'elle donne des élections qui vont permettre de désigner un nouveau président de la République, ou bien veut-on faire le jeu des puissances occidentales? Voilà, la question est posée. Je pense que les militaires ont pris leurs responsabilités et ils l'ont dit. Ils ont même eu au Mali un certain nombre de soutiens. Il y a eu des manifestations de soutien. Bon, il faut les laisser faire, peut-être leur permettre d'aller jusqu'au bout, et puis on verra ce que ça va donner. Si ça donne un bon résultat, tant mieux. Maintenant, si ça dérape, bon, il y aurait occasion de comment on va dire ça, de relever cela et puis de demander qu'il y ait correction. Et on précise que le Premier ministre est issu des rangs du M5 RFP, le nouveau Premier ministre qui, finalement, selon de nombreuses sources crédibles, a donné son accord de principe, et on a le M5 RFP qui revient au centre du jeu, qui semblait, en raison de nombreux désaccords, finalement s'être un peu éloigné du centre de décision. Robert. Oui, le M5RFP a reproché à plusieurs reprises d'avoir porté cette contestation et de ne s'être pas retrouvé dans le précaré décisionnel pendant cette période de décision. Bon, les choses sont peut-être en train de se normaliser, et il faut dire ici aussi que pendant cette période de capture, ou pendant l'interpellation en tout cas du président de la transition et de son premier ministre de transition également, ils se sont rendus sur place pour discuter avec les uns et les autres. Donc, ils ont vraiment à cœur ce souci, visiblement en tout cas, de faire en sorte que la situation du Mali se normalise le plus rapidement. Et c'est une excellente chose de les avoir réintégrés à ce processus de transition, en espérant que les dates seront tenues, que les engagements des militaires seront tenus pour un retour dans les semaines à venir à la normalité, pour la quiétude de l'ensemble des Maliens et des Africains de manière générale.
Les yeux sont rivés sur le Mali pour bien sûr voir comment les choses vont se dérouler, mais surtout tous les vœux des Africains accompagnent le Mali pour que les choses, notamment la transition, se poursuivent dans la quiétude malgré ces remous. Et en Afrique de l'Ouest, la semaine dernière, il y a eu ce colloque qui a fait également parler, qui a suscité de nombreux commentaires au sein de la communauté des activistes africains à travers le monde et sur la toile notamment, ce colloque sur la réforme du franc CFA en Afrique de l'Ouest, sur l'écho au Togo, qui a été organisé sous la houlette de l'économiste togolais Kako Nubukpo. Lors d'un colloque international sur l'éco à travers le réseau social Facebook, les participants ont échangé sur la future monnaie ouest-africaine. La conférence a été présentée par le professeur sénégalais de sciences économiques Adama Diao. Les défis de l'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest, tel est le thème qui a fait l'objet de débats à l'inauguration de ce colloque international sur l'éco. De nombreuses personnalités africaines y ont pris part en présentiel ou par visioconférence, en l'occurrence l'ancien premier ministre béninois Lionel Zinsou, les économistes bissau-guinéens Carlos Lopez, togolais Michel Nadim Khalif et béninois Wilfried Dorego. Des politiques comme Aminata Traoré de la Côte d'Ivoire, Ousmane Sonko du Sénégal et des universitaires tels que le Camerounais Achille Mbembe et le Togolais Kako Nubukpo. Bon nombre d'entre ces personnalités se sont exprimées et ont fait part de leur lecture sur les enjeux d'un passage du franc CFA à l'éco pour la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces assises sur l'éco sont une initiative de l'économiste togolais Kako Nubukpo qui se propose de faire une analyse prospective de la future monnaie unique de la CEDEAO et soumettre une feuille de route aux chefs d'État de cette sous-région. Du franc CFA à l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? Telle est la problématique autour de laquelle les échanges ont été engagés et se sont poursuivis pour s'achever ce vendredi 28 mai. Un colloque Georges Aboké qui a réuni de façon virtuelle des sommités du secteur de l'économie en Afrique, mais aussi des acteurs politiques, pour quels résultats en perspective en ce qui concerne les idées, bien entendu? Oui, le premier résultat, on peut le dire, c'est de maintenir en éveil cette préoccupation. Il n'est pas question de l'oublier, malgré tout ce qui est fait à gauche et à droite. Il n'est pas question d'oublier que l'Afrique de l'Ouest a décidé de se donner une nouvelle monnaie unique pour les 15 pays. Dans ce cadre-là, forcément, il est question de la réforme du franc CFA parce qu'ils sont 8 sur 15 à utiliser le franc CFA. Et donc, cela signifie que le passage à l'éco doit se faire du franc CFA vers l'éco, mais aussi de toutes ces monnaies qu'on a dans les différents pays, le Naira au Nigeria, le Cedi au Ghana, pour ne citer que ces deux monnaies. Donc, il faut pouvoir tendre vers l'éco. Et la chose que les économistes disent en cœur, c'est de mettre en place une certaine forme de convergence, de facteurs de convergence pour que tout le monde atteigne cette destination, cet objectif. Maintenant, comment ça va se faire? On voit que là encore, l'Afrique occidentale part plus ou moins désunie. Il y a les pays qui sont silencieux, totalement silencieux, qui ne disent pas mot. Il y a ceux qui prennent un certain nombre d'initiatives qu'on a envie de qualifier d'initiatives trop individuelles, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, on regarde aussi ce qui se passe en Afrique centrale, parce que là-bas aussi, il y a un autre franc CFA qui est en vigueur, et le silence de l'Afrique centrale, il est assourdissant. N'empêche que l'une des leçons qu'on peut tirer de ce colloque, c'est que cette préoccupation est maintenue en éveil, et on sent que les populations africaines un peu partout ont besoin de beaucoup plus de souveraineté, ont besoin
besoin de maîtriser tous les leviers de leurs économies et donc dans le cadre de l'UEMOA, il est de plus en plus question de voir comment passer de cette monnaie franc CFA à l'ECO. Robert Adandé, cette rencontre évidemment est encore bien sûr pas très convaincante parce qu'il y a les réticences de pays comme le Nigeria et le Ghana qui n'ont pas encore été totalement levées. Oui, Georges parlait tout à l'heure de maîtriser les leviers de leurs économies. On espère, on souhaite vivement qu'avec l'avènement de l'ECO, ce sera le cas. Une chose est certaine, c'est qu'une rencontre comme celle-là remet au goût du jour cette nécessité de se mettre ensemble, de s'asseoir, de définir une stratégie conjointe, de partir sur des bases qui préoccupe et à laquelle tout le monde tout le monde adhère, même si une rencontre comme celle-là n'a pas pu lever un certain nombre d'équivoques, au moins elle permet à tous de savoir que la problématique de l'ECO reste au cœur des préoccupations, même si la pandémie du Covid-19 a éclipsé certaines priorités, certains projets. Maintenant, concernant, comme vous dites, le Ghana, le Cedi du Ghana, le Naira du Nigeria, c'est des pays qui estiment peut-être se trouver dans un certain confort et qui appréhendent l'avènement de l'ECO, d'où la nécessité de s'asseoir, de travailler et puis d'aller vers, comme disait Georges tout à l'heure, la levée ou l'amorce des facteurs de convergence. Mais Georges Aboké, c'est une question qui revient souvent. En Asie, on a ce qu'on appelle les 4 dragons qui sont connus, qui se sont développés chacun avec sa monnaie. Pourquoi faudrait-il préalablement au développement des pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest et partant du continent africain une monnaie unique? Est-ce que ça viendrait résoudre le problème, puisqu'il y en a qui, bien sûr, ont pu s'en sortir? Alors, il faut pas oublier que la monnaie est le reflet de la qualité de l'économie et comme il est question d'intégration, une monnaie unique peut être un formidable outil d'intégration au niveau de la zone CEDEAO. Mais avant cela, ils sont nombreux, les spécialistes, à dire qu'il faut aller également, en tout cas bien avant, il faut aller à une intégration politique d'abord, c'est-à-dire faire en sorte que cette CEDEAO se transforme en une grande fédération, un peu comme les États-Unis d'Amérique. Et c'est à ce moment-là qu'une monnaie unique aurait véritablement son sens. Donc, dans tous les cas, il est question beaucoup plus de souveraineté. Et quand on voit que des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme la Sierra Leone, etc., ont leur monnaie, ils sont nombreux à ne pas comprendre, les Africains en tout cas, que les 8 pays d'Afrique occidentale et les 6 pays d'Afrique centrale se maintiennent dans ce franc CFA qui a été à l'origine une monnaie donc bien coloniale, une monnaie qui a été mise en place non pas pour le développement des économies africaines, mais une monnaie qui a été mise en place pour renflouer les caisses du trésor français. Donc, de plus en plus, les Africains ont besoin de maîtriser les cordes de leurs économies. Ça ne va pas faire changer les choses du coup, mais maîtriser soi-même sa monnaie, je crois que c'est l'une des meilleures choses à avoir quand on veut effectivement se développer. Sinon, 8 pays africains plus 6 d'Afrique centrale dépendent de façon permanente de la France et c'est pas normal. Ce sont des pays souverains, ce sont des pays qui vivent leur réalité et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas compréhensible que ces pays soient gérés par une monnaie frappée en France et dont les éléments principaux sont décidés par la France.
Robert Adandé, il y a aussi cette interrogation qui revient. On ne comprend pas que le tirage de ces différentes monnaies, que leur fabrication, la fabrication des pièces comme des billets, se fasse en France. Oui, ça reste aussi bien une interrogation qu'une curiosité à laquelle on n'a malheureusement pas des éléments de réponse. Mais toujours est-il que, Georges disait quelque chose de très important tout à l'heure, c'est maîtriser, je le répète encore, maîtriser les différents leviers de nos économies. Et quand vos monnaies sont tirées ailleurs et que vous ne faites que les utiliser, sans en cerner tous les mécanismes, ça pose un problème quant à la souveraineté en tout cas. Donc on espère qu'avec l'ECO, il y aura un dispositif autre et puis que l'Afrique arrivera à assumer et s'affranchir d'un certain nombre de contingences qui ne vont malheureusement pas dans le sens de ses intérêts. Et puis Robert, ce que je voudrais ajouter avant c'est que voilà un sommet qui a été un colloque qui a été mis en place, organisé par des Africains, pour les Africains. Et c'est un peu ce que les Africains attendent de plus en plus des dirigeants africains. Contrairement au sommet que l'on a eu il y a quelques jours en France, qui a été lui convoqué par Emmanuel Macron, qui a décidé de jouer les médecins des économies africaines. Et c'est ça qui est de plus en plus difficile à supporter. Et il y a quand même que ces dernières semaines, il a été indiqué que des réserves allaient être justement renvoyées, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors ces réformes du franc CFA se font par à-coup. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ne pas carrément aller à une véritable réforme? La question est posée à nos dirigeants. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un peu trop de silence de la part de nombreux dirigeants qui utilisent le franc CFA. Il est bon qu'ils se prononcent et il est intéressant aussi qu'ils commencent à écouter leur opinion. De plus en plus, les Africains veulent maîtriser leurs affaires, veulent maîtriser leur économie. Et donc, il n'est plus question d'avoir une monnaie. Même si cette réforme est en cours, il n'est plus question que cette monnaie dépende de la France, en partie ou principalement. Il faut aller carrément à une réforme totale. Et bon, on va voir ce que ça va mettre comme temps, parce qu'il y a des enjeux. Il y a deux enjeux. Il y a d'abord la réforme du franc CFA, et puis il y a cette mise en place de l'ECO. Ça fait du pain sur la table pour les dirigeants africains. Et ce colloque-là, justement, permet de tirer un certain nombre d'enseignements et de les proposer aux différents chefs d'État africains. On espère que les États africains, au moins de la CEDEAO, vont s'en sortir, vont arriver à équilibrer leurs différentes économies et faire en sorte que la monnaie qu'ils ont soit le reflet des économies. Et il y a eu, bien entendu, cette visite considérée comme historique en raison du contexte du président français Emmanuel Macron au Rwanda. Une visite qui fait suite justement au voyage en France du président Paul Kagame, qui avait pris part à ce sommet sur les économies africaines. Et il y a eu un fait qui a été très commenté. Le président français Emmanuel Macron a été reçu par un ministre de Paul Kagame, tout comme Paul Kagame avait été reçu lors de son arrivée en France par un ministre du gouvernement français. Le génocide rwandais reste un os en travers de la gorge de la France. L'histoire ne se refait pas et s'efface encore moins, mais les douleurs peuvent, pense-t-on, être pensées. C'est peut-être le sens que l'on peut donner à la visite en terre rwandaise du numéro 1 français, Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron n'arrivera certainement pas à solder le lourd passif lié au génocide de 1994 pour le compte de la France. Qu'à cela ne tienne, il s'est rendu ce jeudi au mémorial du génocide de 1994 à Kigali, un temps fort de cette visite au Rwanda censé parachever la longue marche de la réconciliation
entre les deux pays après plus de 25 ans de tensions liées au rôle joué par la France dans cette tragédie. Un autre temps fort a été le discours très attendu du président français dans ce haut lieu de mémoire où gisent les restes de plus de 250 000 des quelques 800 000 victimes, essentiellement Tutsis, tuées de façon atroce entre avril et juillet 1994. La France n'a pas été complice mais a une responsabilité. Le numéro 1 français a reconnu sans détour et sans embâche la pleine responsabilité de la France. Emmanuel Macron a poursuivi en disant que la France n'a pas été juste complice. La France a un rôle, une responsabilité, un devoir au Rwanda, celui de regarder l'histoire en face et reconnaître la souffrance infligée au peuple rwandais. Et comme pour nuancer, il poursuit que la France n'a pas compris qu'elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes de plus lucides observateurs, elle endossait une responsabilité accablante. En guise de conclusion, Emmanuel Macron a terminé son discours par un appel à la jeunesse rwandaise. Je veux lui assurer qu'une autre rencontre est possible. Une alliance solidaire est possible entre la jeunesse française et rwandaise. Bâtissons ensemble de nouveaux lendemains, préparons ici pour nos enfants de prochains souvenirs heureux. C'est le sens de l'hommage que je veux rendre à ceux dont nous garderons la mémoire, qui ont été privés d'avenir et à qui nous nous devons d'en inventer un. Après ce discours, Emmanuel Macron et Paul Kagame tiendront une conférence conjointe à la mi-journée. Ils pourraient annoncer le retour d'un ambassadeur français à Kigali, où le poste est vacant depuis 2015. Une autre étape sera l'inauguration en fin de journée par Emmanuel Macron du Centre culturel francophone de Kigali, un établissement qui aura pour vocation de faire rayonner non seulement la culture française, mais aussi toutes les ressources de la francophonie, notamment des artistes de la région. Emmanuel Macron, arrivé au Rwanda il y a quelques jours, en visite au Rwanda, un épisode de cette visite a été très commenté, l'accueil du président français à l'aéroport de Kigali, non pas par le président Paul Kagame, mais par un ministre. Robert André, oui. Oui, certains parlent même de crime de l'ex-président. Alors, oui, Paul Kagame était censé, d'un point de vue protocolaire, diplomatique, certainement, était censé accueillir lui-même le président Emmanuel Macron à l'atterrissage de la délégation française au Rwanda. Maintenant, les avis restent partagés. Toujours est-il que pour d'aucuns, il s'agit de la pièce de sa monnaie qu'il lui aurait rendue parce que lors d'un précédent voyage, Emmanuel Macron le président français n'avait pas cru devoir lui-même se rendre à l'aéroport pour accueillir son homologue. Donc, il a estimé que c'est juste une réponse à cet acte-là qui a été posé. Toujours est-il que le président français a été accueilli par le ministre rwandais des Affaires étrangères et ça a suscité, comme on a pu le voir, de nombreuses réactions dans un sens comme dans l'autre. Georges Aboké, Emmanuel Macron devait être accueilli par Paul Kagame. Il n'y a pas eu à proprement parler, enfin sauf si les experts nous expliquent, les diplomates de carrière, il n'y a pas eu, semble-t-il, à proprement parler de problèmes particuliers, puisque à l'inverse, Paul Kagame aurait été accueilli aussi par un ministre lors de son... Oui, habituellement, la scène à laquelle l'on assiste, c'est des présidents africains qui arrivent en Europe, principalement en France, et qui sont accueillis, des fois même pas par des ministres. Et ça a mis beaucoup de temps, et c'est une situation qui a marqué négativement les Africains. Et ce qui a fait plaisir aujourd'hui aux Africains, parce que, comme vous l'avez dit, comme Robert également l'a relevé, ce fait a donné une sorte de bouffée d'oxygène aux Africains. Ils ont dit enfin, il y a la réciprocité. Nous traitons les présidents français tels qu'ils traitent nos présidents. Et c'est d'autant plus rassurant que ça se passe au Rwanda avec le président Paul Kagame, que l'on connaît très bien. On connaît ses idées, on connaît sa position, et
voir cette scène-là, eh bien, rassure. Cela veut dire que, bon, il y a quand même des dirigeants africains, il y a des pays africains qui ont décidé de se faire tout simplement respecter. Et c'est ça, il faut se faire respecter. Et on voit comment la France d'Emmanuel Macron est en train de mener une cour assidue depuis des années au Rwanda de Paul Kagame. On a vu comment la secrétaire générale de la francophonie a été imposée et ainsi de suite. Maintenant, il ne faut pas baisser la garde, il faut bien regarder Emmanuel Macron et voir dans son dos est-ce qu'il n'y a pas des intérêts cachés parce que c'est ça aussi, comme on le dit souvent, les présidents occidentaux, notamment le président français, eh bien, il défend les intérêts de son pays. Et si Macron a décidé de se rendre au Rwanda, c'est que la France y a des intérêts. Donc, il y a des choses à gagner. Et il faut faire en sorte que ce ne soit pas au détriment des Rwandais. Je pense que les Africains comptent sur le président Paul Kagame. Ils savent qu'il est vigilant, ils connaissent ses idées et il ne pourra pas se laisser avoir. Georges Aboké, au-delà de tout, il y a aussi la question du génocide, enfin le mea culpa de Paris, enfin qui est notable. Bon, ça c'est une vérité que les Français veulent cacher, comme on veut cacher le soleil avec la main. Tout le monde sait, tout le monde le sait. Tout le monde sait que la France a joué un rôle négatif et important dans ce génocide-là. Maintenant, bon, chacun avec un petit bout de phrase, eh bien, reconnaît ou veut qu'on lui pardonne sans avoir bien reconnu les choses. Tout le monde sait que la France a joué un rôle et bon, il revient à la France d'assumer comme beaucoup d'autres l'ont fait, d'assumer et puis de voir comment réparation peut avoir lieu. Robert, on peut envisager en ce qui concerne le Rwanda des réparations de Paris après ces excuses, après avoir reconnu la responsabilité de la France dans ce qui est arrivé? Alors, je crois que c'est bien que la France ait reconnu. De toute façon, je crois qu'il n'aurait pu en être autrement. C'était dans l'ordre normal des choses. Ça a pris le temps que ça devait prendre et finalement la France a fait amende honorable, a fait son mea culpa. Maintenant, Georges disait quelque chose de très important. On a en face un président, Paul Kagame, qui n'est pas non plus dupe, qui sait très bien que il est question de relations d'intérêt et que la France ne pose pas un acte comme celui-là de façon complètement désintéressée. Donc, il devra essayer d'être vigilant et de veiller surtout sur les intérêts de son pays, de ses concitoyens également. C'est de ça qu'il s'agit. La France n'a fait qu'assumer un rôle, une responsabilité devant l'histoire. Ce n'est pas un acte si extraordinaire que ça non plus. On aura l'occasion également de revenir sur la reconnaissance du génocide de dizaines de milliers de personnes par l'Allemagne en Namibie. Une reconnaissance qui a été officialisée cette semaine par le ministre allemand des Affaires étrangères. Et là, il va y avoir une compensation financière importante. Oui, parce que quand vous provoquez des dégâts, des désastres de cette ampleur dans un pays, même plusieurs années plus tard, il faut pouvoir réparer les torts qui ont été commis. Et on peut même ouvrir beaucoup plus large. C'est vrai, il y a l'Allemagne qui reconnaît, c'est pas fini. Je crois que l'Allemagne a créé beaucoup de dégâts également dans la partie australe de l'Afrique. On attend que les Français fassent la même chose et puis on espère qu'un jour les Africains vont exiger au monde entier, notamment au monde occidental, que la traite des Noirs soit revue et corrigée. Si aujourd'hui
aujourd'hui, on est dans cet état-là, dans un état de sous-développement, de mal-développement dans pratiquement tous les pays africains. Cela s'explique en partie par le fait qu'une bonne partie des bras valides africains ont été enlevés, et ça a permis à l'Occident de s'enrichir, ça a permis à l'Afrique de s'appauvrir, et il faut qu'on trouve des leaders suffisamment costauds pour bousculer ce monde-là et faire en sorte qu'un jour, il y ait réparation. Robert Adandé, c'est à additionner justement au problème de gouvernance dont ont fait preuve les dirigeants africains après les indépendances. Oui, exactement. Et c'est pour ça que quand on s'arrête rien qu'à la symbolique de l'accueil du président Emmanuel Macron par le patron de la diplomatie rwandaise, il y a de belles réactions qui estiment même que c'est une sorte, dans l'acte, une sorte de décolonialisme, j'y arrive, des esprits, et que ça veut dire que l'Afrique commence à assumer son statut, à assumer sa relation d'égal à égal vis-à-vis des puissances occidentales, vis-à-vis des diverses autres puissances, et une réponse à cet accueil du 18 mai Emmanuel Macron, qui ne s'est pas rendu sur le tarmac où atterrissait l'avion de Paul Kagame. Donc ce genre d'acte, même si c'est un symbole, participe quand même de cette nouvelle façon de penser, de cette nouvelle, on va pas parler de révolution, mais de cette nécessité de changement de paradigme en tout cas. En tout cas, c'est un fait qui a été très commenté et qui a suscité, comme on l'a vu sur la toile africaine, de nombreuses réactions enflammées. Beaucoup en ont été très fiers et d'autres étaient par contre plus mesurés. L'actualité concerne également le Gabon avec le discours du président Ali Bongo Ondimba, du chef de l'État gabonais, qui a été prononcé ce vendredi, un discours pour annoncer l'allègement des mesures anti-Covid-19 en vigueur depuis plus d'un an dans le pays, notamment le couvre-feu en vigueur désormais à 21h depuis ce week-end et d'autres mesures. On notera aussi cette forte incitation à se faire vacciner que beaucoup ont considéré, là encore sur la toile, comme une obligation voilée. Dans certains lieux publics, ou encore participer sans contrainte aux réunions de culte et aux activités sportives. Comme vous pouvez le constater, nous nous acheminons progressivement vers un rythme de vie quasi normal. Toutefois, nous devons rester prudents. Aussi, certaines restrictions seront-elles, pour l'heure, encore maintenues. Elles concernent essentiellement les voyageurs internationaux pour lesquels le protocole sanitaire est renforcé. À leur arrivée au Gabon, ils effectueront un test PCR et observeront une quarantaine de 24 heures dans des établissements hôteliers de la place jusqu'à présentation d'un test PCR négatif. Cette décision sera effective à partir du 15 juin 2021. Les personnes vaccinées seront également exemptées de cette quarantaine. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, ces mesures d'allègement que j'annonce aujourd'hui entreront en vigueur dans les prochains jours, selon les modalités fixées par le gouvernement. Elles ne sont que la première étape d'un plan plus large qui vise à nous permettre de revenir rapidement à la vie d'avant la pandémie. Je sais que chacun d'entre nous y rêve. Toutefois, pour vivre de nouveau ces moments de convivialité et de totale liberté,
nous devons poursuivre les efforts collectifs, ne pas nous relâcher dans le respect des mesures barrières, adhérer massivement à la vaccination. C'est alors que nous pourrons toutes et tous reprendre rapidement, très rapidement, le cours normal de nos vies. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Alors, Robert, nous avons retenu que les populations sont invitées à se faire vacciner massivement. C'est justement le leitmotiv de l'Organisation mondiale de la santé dans tous les pays à travers le monde. Il va y avoir un peu plus de liberté pour, on l'a noté, pour ceux qui se feront vacciner. Oui, c'est une subtile mais très ferme exhortation à la vaccination, parce que visiblement les personnes qui se feront vacciner disposeront de marge de manœuvre plus étendue que celles qui n'auront pas fait leur vaccin. Donc, mais il faut quand même maintenir cette sorte de pression, parce que comme c'est dit partout, le vaccin ne met pas non plus définitivement à l'abri aussi bien de contracter le virus que de le transmettre. Mais justement, Robert, on a envie de reposer la question, puisque le vaccin ne met pas à l'abri d'une contamination au Covid-19. Pourquoi permettre à ceux qui ont été vaccinés ou à ceux qui se feront vacciner uniquement de circuler librement? Est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir constituer de potentiel danger pour les autres? Je vois Georges sourire. Alors, moi, de toute façon, je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même amorcer aussi un retour à la vie normale, même si aujourd'hui, il n'y a pas de grande chance qu'elle redevienne normale immédiat. Il faut pouvoir amorcer un retour à la vie normale. Mais amorcer un retour à la vie normale avec des vaccins qui ne sont pas fiables, Georges? Ah non, la fiabilité, non. Donc il faut laisser Robert aller jusqu'au bout de son idée d'abord. La fiabilité des vaccins n'est pas encore avérée ni établie. Il y a juste un certain nombre de questions, et Georges a rappelé sur cette tribune à plusieurs reprises qu'il y avait par rapport à cette controverse une nécessité de pédagogie, de sensibilisation et d'explication. Aujourd'hui, partout dans le monde, le vaccin reste l'une des transitions pour amorcer un retour à la vie normale. Donc, avec le vaccin, visiblement, en tout cas c'est le langage scientifique tenu, les risques sont moindres. Ça ne met pas à l'abri de contracter la maladie, mais ça en amoindrit l'impact, les secousses. C'est ce qu'on veut bien croire dans l'immédiat, en espérant que d'ici là, il y aura des vaccins plus élaborés qui pourront mettre de façon plus pérenne à l'abri de la maladie. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, Georges. Pour quelle raison tous ceux qui ont un discours anti-vaccin et qui développent pourtant un argumentaire cohérent sont considérés comme des complotistes? Bon, nous sommes dans un monde globalisé, vous le savez, et donc il y a un certain nombre de directives avec un certain nombre d'organismes qui décident pour tout le monde. Et donc on a l'OMS, on a l'ONU, on a les gouvernements, donc les décisions sont prises à ces différents niveaux-là. Et puis s'il se trouve des individus, même des personnalités scientifiques qui ont fait leur preuve un peu partout, eh bien, ces personnalités-là se retrouvent dans une position excentrée et on les traite de complotistes. Mais une chose est claire, on ne sait pas encore très bien comment ça marche le vaccin. Oui, mais en même temps, Georges. Il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que quand on est vacciné, on n'attrape plus le coronavirus? On dit non. Est-ce que quand on est vacciné, on ne transmet
transmet plus le coronavirus? On dit non. Et c'est pour ça que certains posent la question de savoir finalement à quoi sert le vaccin. Et quand on regarde la décision qui a été prise au niveau du Gabon, il faut souhaiter que les populations gabonaises ne prennent pas la chose en l'envers, c'est-à-dire qu'on aille se faire vacciner et qu'on se dise bon, c'est la liberté totale, on peut faire comme on veut. En tout cas, je pense que la chose qu'il faut maintenir, vaccin ou pas, il faut maintenir les mesures barrières jusqu'à ce qu'on voit véritablement bien clair dans cette histoire. Et il faut que les pays fassent en sorte que l'on comprenne bien le sens de la vaccination. Et il ne faut pas oublier que l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, ont dit qu'il ne faut pas utiliser le coronavirus comme moyen de pression, comme moyen de privation au niveau des libertés. L'Organisation mondiale de la santé avait à un moment donné reconnu qu'il y avait des problèmes avec certains vaccins. Au sein de l'Union européenne, il y en a qui ont été gelés, d'ailleurs sur le continent africain aussi, avant que l'on dise à nouveau que ces vaccins étaient fiables. On sait que les vaccins sont produits par des industries très riches et qui ont à chaque fois besoin de plus d'argent et de toucher un plus large public. Est-ce que finalement, vous oubliez que vous avez fait une émission qui a été supprimée par YouTube, ça il faut le dire. Une émission, bon, vos invités étaient des anti-vaccinations, donc chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais cette émission a été censurée par YouTube. Et on se demande bien pourquoi, justement, ne pas ouvrir le débat, surtout que, en ce qui concerne l'argumentaire, on voit bien, Robert, qu'en France, le débat est vif. C'est vrai qu'il y a les médias mainstream qui sont aussi soupçonnés d'orienter justement les gens vers les vaccins sans avoir forcément toutes les informations. Oui, le débat est vif, le débat est houleux, et ce qui est normal parce qu'il y a deux courants très clairs. Il y a ceux qui sont pro-vaccin pour prendre un bol d'air et puis pouvoir s'exprimer librement. Quand je parle de s'exprimer librement, c'est peut-être arriver à se mouvoir de nouveau sans son masque, arriver à aller où on l'on souhaite dans les il faut le porter même si on est vacciné. Finalement, à quoi sert le vaccin? Et puis il y a... C'est une grosse question. Et puis, il y a en face ceux qui sont taxés d'être des complotistes, des personnes qui sont murées dans une sorte de conspiration également. Il y a ces deux courants et ce débat a lieu d'être justement parce que aujourd'hui, quand on fait le vaccin contre l'hépatite, on n'a plus de risque d'attraper l'hépatite. Quand on fait le vaccin contre la tuberculose, on n'a plus de risque, on ne court plus le risque d'attraper la tuberculose, etc. Mais pourquoi est-ce que quand on fait le vaccin contre le coronavirus, il faut le doubler d'une seconde dose et avec une couverture qui ne va pas au-delà de 8 mois, 1 an. Donc, ça veut dire que c'est un vaccin qui pourra... qu'on sera appelé à faire peut-être tous les ans pendant un certain temps. On ne sait pas, il y a plein d'interrogations autour et il n'y a pas toujours les réponses appropriées, malheureusement. Mais écoutez, nous voici au terme de cette émission sur ce sujet passionnant parce qu'il y a beaucoup à dire et ça concerne la santé de tout le monde. Ça concerne nos vies. Voilà, nos vies, et on revendique bien sûr à juste titre le droit de décider de ce que l'on voudrait, oui. Juste une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, les appréhensions, cette psychose liée au vaccin, elle est peut-être fondée aussi parce qu'il y a eu un certain nombre ou de maladies ou de décès qui seraient survenus après certaines doses de vaccin. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces décès et entre ces vaccins et les décès? Bon, ce n'est peut-être pas établi, mais toujours est-il qu'il y a des coïncidences étranges comme ça qui entretiennent cette inquiétude. Écoutez, messieurs, merci Georges Aboké. Nous allons nous rendre dans quel pays ce dimanche?
Alors ce dimanche, on va prendre la direction de l'Éthiopie, un grand pays d'Afrique, un grand pays d'Afrique de l'Est, pays en proie à un certain nombre de difficultés parce que une de ces régions, le Tigré, veut faire dissidence. Et puis, faut pas oublier aussi que c'est le pays qui a de grandes difficultés avec ses voisins, notamment l'Égypte, à cause du grand barrage de la Renaissance. En tout cas, merci messieurs, merci Georges, merci Robert. Merci Aziz et de nouveau bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme.